Adrien, je te laisse la parole. Donc, moi je m'appelle Adrien Cousinier. Professionnellement, donc, je fais de la rénovation énergétique des bâtiments sur Genève. Des gros bâtiments, genre des quartiers d'immeubles, etc. Depuis une dizaine d'années. Et avant, j'étais installateur en énergie renouvelable. Et puis à côté de ça, j'ai une grosse activité dans tout ce qui est sensibilisation, formation aux enjeux énergie-climat. Et voilà, à travers Jean Covici et consorts. Je vais juste vous présenter les conférences à venir. Moi, aujourd'hui, le mois prochain, donc, ce sera Vincent Mignereau qui nous parlera de si on veut réussir la transition énergétique, il faudra éviter de confondre les sociétés avec des machines. Donc pour ceux qui connaissent Vincent Mignereau, il aime bien débunker les mauvaises, les fausses intentions. Voilà, on a une approche très technologique de la transition énergétique, alors qu'il y a énormément de comportemental. Donc, il fera une petite conférence là-dessus. Et après, donc au mois d'avril, donc ce sera Cyrus Farangui, donc qui est un pote aussi. On anime la page de Jean-Co, tous les deux, page de Facebook. Qui lui donc nous fera plutôt tout ce qui est les plans de transition énergétique, les plans officiels, qui reposent beaucoup sur les énergies renouvelables en fait. Et puis qu'est-ce que ces plans-là ont comme défaut au niveau de la sécurité énergétique. Donc lui il travaille dans les énergies renouvelables aussi en France. Après on aura quasiment la même thématique par Suisse Solar. Donc Suisse Solar, c'est l'association fêtière du solaire en Suisse, avec Florent Jacquemin. Et puis donc il y aura une intervenante de Suisse Solar qui nous montrera leur prospective 2050. En gros, c'est du photovoltaïque, un peu d'éolien, des voitures électriques et de la batterie. Et puis après, donc il y a un peu du vide sur juin. Le 18, donc il y aura Arthur Keller qui nous présentera plutôt lui, il est plutôt sur une approche systémique. Sur vraiment la transition au sens large. Sur les remèdes, la résilience, un peu plus la biodiversité. Juillet, août, septembre pour l'instant on n'a rien. Et en octobre, on aura Dominique Bourg. Puis pour l'instant, j'ai pas encore la thématique de son intervention, mais vous le connaissez donc. Et puis il y aura quelqu'un de l'Université de Genève qui viendra nous présenter une étude sur les crues éclairs à l'époque du PETM, donc c'était il y a 56 millions d'années. C'était un des derniers rapides réchauffements. On a pris, la Terre avait fait 5 degrés en 10 000 ans. Et puis lui, il a fait toute une étude géologique en fait sur quels étaient les impacts, en fait, quels étaient les traces géologiques qui se retrouvaient sur les inondations. C'est un sujet, qui est très intéressant parce que à l'heure actuelle, on se projette avec des augmentations des crues éclairs en fait qui sont assez faibles par rapport à ce que lui il a découvert dans le passé en fait. Donc on arrive à la conclusion assez rapidement que sur les crues éclairs, en fait, on n'est pas prêt. Et puis avec les derniers événements de Valence, etc., ça rejoint beaucoup, en fait, les traces géologiques qu'il avait trouvées. Et pourquoi la Terre avait augmenté de 5 degrés en 10 000 ans ? Je ne sais pas. Ça, il vous l'expliquera, parce que c'est sa spécialité. Mais voilà, c'est vraiment lié sur... qu'est-ce qu'on peut attendre avec 4, 5, 6 degrés de réchauffement climatique
sur les crues éclairs. Voilà pour l'instant le programme des conférences Super. de cette année. Merci de rappel. Voilà. Et donc aujourd'hui, Et donc aujourd'hui, nous allons parler. tu vas parler. Nous allons parler de l'adaptation pour l'habitat sur Genève en 2050, on va dire. Alors je voulais juste, dans un premier temps, parce que dans le monde du climat, on parle beaucoup de degrés de réchauffement climatique. On a un peu du mal à savoir ce que ça veut dire concrètement. Donc ça, c'était une projection que j'avais faite sur des études de 2012 et 2017 sur les sécheresses extrêmes, les inondations extrêmes, et puis ce qu'ils appellent les vagues de chaleur mortelles dans le monde. Donc c'est juste pour rappeler voilà, que 2 degrés, en fait, c'est pas juste il fait 2 degrés de plus, c'est une modification très très importante de tous les équilibres écosystémiques mondiaux. Donc ça, c'est toutes les zones voilà, en sécheresse extrême, inondation extrême. Et puis tout ce qui est rouge et orange, c'est là où il va faire trop chaud pour vivre plusieurs semaines par an. Donc ça, c'est 2 degrés. À l'heure actuelle, les 2 degrés, on espérait ne pas les atteindre en 2100. C'était les accords de Paris. Et puis, d'après les dernières publications, on est plutôt parti, l'année 1,5, on est en train de les passer en ce moment. Et donc, puis on est parti pour faire du 0,4 degrés par décennie. Donc en fait, les 2 degrés arriveraient dans la 2040. fin 2030, début 2040, quoi. Donc ça, c'est dans 15 ans. Et les 3 degrés, donc ça, c'est plutôt 2060-2070 si on continue à ce rythme. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même une bonne partie. Quand je dis sécheresse extrême et inondation extrême, c'est vraiment extrême. Hein. C'est-à-dire que sécheresse extrême, c'est un peu le désert, quoi. Et puis inondation extrême, c'est tout le monde est dans 1 mètre d'eau pendant 2 ou 3 mois par an. Donc voilà, ça risque de poser des petits problèmes agricoles à minima. Voilà, donc c'est juste pour resituer un peu les trajectoires climatiques. Qu'on va avoir au niveau mondial. Et donc Genève en 2050 en fait va devoir s'inscrire dans cette dynamique-là, puisque Genève n'est pas isolée du reste de la planète. Voilà, c'est juste pour ramener aux États-Unis, hein, parce qu'il y a... Voilà, aux États-Unis, ils ont supprimé le thermomètre. Le Pérou. Ouais. Ça ne sera pas le Pérou. Alors, sur les sécheresses et les inondations extrêmes, c'est une vieille étude. C'est Nature, c'est une étude de Dye en 2012. Je pourrais vous la remettre au goût du jour. Mais en gros, 3 degrés, ça veut quand même dire qu'il y a une énorme partie de la planète qui est soit en inondation, soit en sécheresse extrême, soit en chaleur mortelle. Une bonne partie de l'année, quoi. Ouais, qui devient inhabitable. Ouais, en gros. Alors, pour Genève, ça c'est les prévisions qu'on trouve sur les sites de la fédération. Donc, la fédération nous dit que en 2035, la journée la plus chaude, la température moyenne de la journée la plus chaude annuelle prendra entre 2 et 4 degrés en 2035, et puis entre 2 degrés et 6 degrés en 2060. Alors, donc par rapport à la période de référence, à la moyenne 1980-2010, donc en fait cette période de référence, je vous ai mis le graphe qui est sur votre gauche.
Donc ça, c'est la journée la plus chaude. Donc c'était au mois de juin 2003, le 17 si ma mémoire est bonne. Et donc nous avions une température moyenne de 24 degrés, avec une température maximale de 31 degrés. Donc si on se projette sur 2060 en prenant le cas le plus pessimiste, selon les prévisions, on arriverait à une température moyenne de 30 degrés, ce qui correspond à une température maximale d'à peu près 40 degrés. Donc, c'est RCP 8.5 ? Oui. C'est un scénario qui est maintenant plus tellement considéré, non ? Alors, on en discutera après. C'est juste pour rappeler que, en fait, les 30 degrés en moyenne, donc les 39 ou 40 degrés en maximal, eh bien, c'est déjà arrivé en 2015, en 2022 et en 2023. La journée la plus chaude de l'année sur ces 3 années-là. On est arrivé aux 30 degrés en température moyenne et donc aux 40 degrés en maximal. Et donc, en fait, on se rend compte qu'en fait, les projections qu'on se faisait sur 2060 dans le pire des scénarios, en fait, c'est déjà arrivé. Donc, les projections pour 2060 sont largement sous-estimées par rapport à la réalité de ce qui va arriver. Donc ça, c'était juste pour... Alors, les journées les plus chaudes dans l'habitat, c'est embêtant d'abord pour le confort des occupants, puisqu'à l'heure actuelle, quand on dimensionne des systèmes de climatisation, bon, déjà à Genève, c'est pas autorisé de mettre de la clim pour les gens, sauf si on dépasse le minimum fédéral. Donc le minimum fédéral, c'est 26 degrés sur 100 heures dans l'année à l'intérieur des bureaux. Ouais, c'est la loi. Sur le moment où vous dépassez 26 degrés plus de 100 heures par an, donc 4 jours, et ben vous avez le droit à mettre de la clim, parce que c'est interdit par la loi au niveau fédéral de dépasser ces températures-là. En fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on a déjà des bâtiments qui dépassent ces températures-là à l'intérieur, parce que les systèmes de climatisation ne sont pas du tout prévus ils sont dimensionnés pour 35 degrés extérieurs, alors qu'à l'heure actuelle, comme vous l'avez constaté, on a déjà atteint plusieurs fois les 40. Donc en fait, tous les systèmes de climatisation sont sous-dimensionnés à l'heure actuelle. Mais ce qui est normal, puisqu'en fait, on se projette toujours par rapport au passé. Et donc, dans le passé, il n'y avait pas de ces températures-là. Mais ça, c'est les nouveaux bâtiments? Ou c'est pas les bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans, par exemple? Non, ça, c'est les nouveaux bâtiments. Ouais, c'est les nouveaux bâtiments. Alors ça, c'est un peu problématique, parce que les nouveaux bâtiments, ils sont censés durer, on va dire, entre 50 et 100 ans. Et en fait, on se rend compte que ils sont à peine sortis de terre, qu'ils sont déjà plus du tout adaptés. On va dire, même sur une projection de 5 ans, on sait très très bien qu'à un moment donné, les systèmes de climatisation, ils vont tomber en panne. Alors ouais. Après, les techniciens, ils ont des trucs astuces, c'est-à-dire qu'ils arrosent ils arrosent les condenseurs qui sont les aéro-refroidisseurs qui sont installés en toiture pour les booster en termes de puissance. Mais si les systèmes étaient bien conçus, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre d'intervention technique. Ils ne sont pas du tout prévus pour ça. Et moi, je travaille avec des techniciens en exploitation. Et quand on a des grosses canicules en plein été, ils passent une bonne partie de leur journée à arroser les aéro-refroidisseurs parce que c'est pas du tout dimensionné correctement. Alors la SIA a quand même sorti des nouvelles normes en fonction du réchauffement climatique à venir, mais pour l'instant c'est plus des incitations, c'est pas une obligation à suivre. Mais il n'y a pas grand monde dans les bureaux d'études qui suit ces nouvelles prérogatives. Donc le fait de se dire que les méga canicules qu'on prévoyait pour 2060, en fait, elles sont déjà arrivées en 2022-2023. On peut raisonnablement se dire que à peu près tous les systèmes de climatisation
Alors, il n'y a pas que la clim pour les gens, il y a aussi tout le système de climatisation pour la nourriture, enfin tous les magasins d'alimentaire, etc. En fait, ils sont tous sous-dimensionnés. Enfin, ils vont être sous-dimensionnés. Pour l'instant, ça passe encore. Donc, voilà, sur l'habitat à Genève en 2050, il y a un gros problème là-dessus. Ouais. Vous posez des questions au fur et à mesure. Oui, oui. Parce que je me posais la question, est-ce que le système de climatisation actuel, qui sont avec condensation, c'est ça, sont encore pertinentes? Parce qu'à la fin, elle ajoute aussi au réchauffement, non, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est pas mieux d'aller vers l'isolation ou bon, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais bon. J'ai déjà des idées. Alors, l'isolation ou des pompes à chaleur pour apporter l'air froid. Oui. Alors, quand je parle d'appareil à condensation, forcément, il y a une pompe à chaleur derrière. Alors, on pourrait adapter en fait les bâtiments au surchauffe estival. En fait, pour l'instant, c'est pas du tout pris en compte. Moi, dans les bâtiments que je suis, donc il y a les gros bâtiments de l'IHUID qui sont au-dessus du pont. Ça, c'est moi qui y suis. Il y a l'espace tourbillon à plan des watts. Il y a quelques gros bâtiments à Florissant. Enfin voilà. En fait, ils sont tous hyper vitrés. Et ils sont tous hyper vitrés au sud. Alors c'était une très très bonne idée dans les années 80-90, parce que à ce moment-là, en fait, ce qu'on craignait, c'était le froid hivernal. Et donc d'avoir des grosses vitres, ça permettait de récupérer de la chaleur en hiver, et on ne se projetait pas encore sur les surchauffes estivales. Le problème, c'est que ces bâtiments-là, à l'heure actuelle, il y a déjà des surchauffes, parce que en fait, ça devient des fours. Quand vous avez une énorme surface vitrée, en plein été, quand ça cogne, là, on dépasse largement les 26 degrés dans les bureaux, quoi. Ouais. Est-ce que des vitrages panneaux photovoltaïques pourraient être une solution? Alors, oui, ça pourrait être une solution. Ça coûte extrêmement cher. Le problème, c'est qu'en termes de rentabilité économique, dès qu'on parle de ça à un propriétaire, lui, il va regarder son retour sur investissement. Donc généralement, il n'en veut pas parce que c'est clairement un gouffre financier. À l'heure actuelle, la loi genevoise, qui est quand même assez bien faite, oblige à mettre des protections solaires, donc soit des stores pour éviter les surchauffes. Mais c'est quand même dommage de devoir suréquiper un bâtiment parce qu'en fait, il a été conçu dès le départ avec trop de surface vitrée au sud, d'être obligé de le suréquiper avec des protections solaires. C'est un peu on met plein de vitres pour avoir plein de soleil, puis après on empêche le soleil de venir, quoi. On aurait pu réduire directement les vitrages au sud dès le concept du bâtiment, et ça aurait été beaucoup mieux. Alors moi, quand j'avais fait une présentation pour la SIA Lausanne en 2017 ou 2018, j'aurais exposé ce problème-là, et puis il tombait un peu des nuls. J'étais quand même un peu déçu que le responsable de la SIA en Suisse découvre les problématiques de surchauffe à venir. Mais voilà. Qu'est-ce que c'était SIA? SIA, c'est la Société des ingénieurs et architectes, il me semble. Donc c'est l'association professionnelle des ingénieurs architectes, et puis ceux qui font toutes les normes en fait de construction en Suisse. Mais a priori en 2017, le fait que le réchauffement climatique allait faire des surchauffes estivales, en tout cas à la SIA de Lausanne, ils n'étaient pas au courant. Bon. Voilà. Et alors sur la mauvaise conception des bâtiments, il risque d'y avoir aussi quelques procès à venir, parce que les architectes à l'heure actuelle n'ont qu'une obligation en Suisse de mettre plein de vitres au sud. Il n'y a aucune norme qui leur demande de faire ça. C'est juste qu'ils font ça par habitude. Mais le problème, c'est que comme ça fait une mauvaise conception du bâtiment, le jour où il y aura des pertes locatives liées à ces problèmes-là,
il est tout à fait possible que les propriétaires se retrouvent contre les architectes. Ça, c'est un truc qui pend en nez de la plupart des architectes suisses, parce qu'il n'y a pas que à Genève où on fait des bâtiments tout vitrés au-dessus. Oui, déjà aujourd'hui, est-ce qu'on peut se retourner contre le régie qui ne veut pas installer des stores sur la façade plein sud? Alors oui, en cas vous pouvez, parce que en tout cas à Genève, c'est une obligation. À Genève, si vous voulez faire une demande de climatisation. Non, juste des stores pour l'instant. Alors, c'est ça. Alors, pour l'instant, la loi genevoise elle dit que si vous voulez faire une demande de climatisation parce que vous avez trop chaud à l'intérieur, vous êtes obligé de mettre une protection solaire. Mais en fait, à partir du moment où vous dépassez les 26 degrés dans votre bâtiment et que vous ne pouvez pas le réfrigérer au maximum 26, le propriétaire est obligé d'engager des travaux pour vous ramener la température en dessous de 26. Donc, de climatiser, donc de mettre des protections solaires. Voilà. Ça, c'est à Genève, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà un peu Donc, à l'heure actuelle, voilà, le bâti genevois n'est pas du tout préparé. Alors, peut-être l'ancien bâti, parce qu'il y a des surfaces vitrées beaucoup moins importantes, va moins supporter il va mieux supporter les surchauffes estivales à venir. Donc ça, c'est la première chose sur l'habitat dans les années, les décennies à venir à Genève. Les maisons individuelles, les pavillons, qu'est-ce que il va falloir équiper aussi en clim où ça va passer? En fait, sur l'habitat du particulier, ça va être pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dépassez les 26 degrés à l'intérieur, plus de 100 heures par an, vous faites une demande de climatisation et les autorités cantonales sont obligées de l'accepter. Voilà. Le seul problème, c'est que le CEN, l'Office cantonal de l'énergie, ils vont debout contre les climatiseurs parce qu'en fait ils craignent une surconsommation électrique en plein été. À raison, parce qu'après il y a plein de problématiques sur le réseau électrique, parce que si on considère qu'il y a des gigawatts de clim qui vont se poser dans les années à venir, tout ça c'est des appels de courant. Et donc l'OCEN, et puis en plus c'est des gaz à effet de serre, parce que tous les gaz des systèmes de climatisation, alors maintenant les CFC c'est interdit, mais l'HFC, c'est des gaz avec des PRG, des pouvoirs de réchauffement global, qui sont quand même assez élevés. C'est quelques milliers de fois le CO2. Et, en plus, ça a tendance à fuir. Généralement, on estime qu'une climatisation, elle perd entièrement son gaz tous les 5 ans, on va dire. Donc, si vous avez de l'ordre de, par exemple, 2-3 kilos pour une climatisation particulière de gaz, et qu'il a un PRG de, je veux dire n'importe quoi, de 10 000, les 20 kilos de gaz se transforment en 20 tonnes de CO2. Et donc, ça veut dire que si elle perd un cinquième, elle perd 4 tonnes de CO2 chaque année. Et si vous mettez ça dans toutes les maisons particulières de Genève, le bilan carbone des Genevois, il sera plus bon, rien qu'à cause des climats. Parce que je rappelle que nous, il faut descendre à 2 tonnes par an. Donc effectivement, on voit bien que rien qu'à cause des fluides, des fuites de fluides frigorigènes, les projections sur les objectifs de bilan carbone à 2 tonnes ne sont pas tenables en fait. Donc l'OCEN a raison d'être contre, mais en même temps, il ne peut pas obliger les gens à vivre dans des bâtiments où il va faire 30 plus dans les années à venir. Oui. Alors, en ce qui concerne la consommation électrique, il y a quand même un paradoxe, parce que la production de photovoltaïque, ça se fait l'été. Donc on va écréter, bientôt même en Suisse, on va commencer à écréter la production photovoltaïque en été. Ouais. Donc la production en été pour la clim, à mon avis, c'est pas un gros problème. Les HFC, on est tout à fait d'accord, ça c'est un vrai problème. Mais la production électrique, aujourd'hui, on ne rétribuera plus ou on les rétribuera
quasiment plus rien les productions d'électricité avec du photovoltaïque l'été. Donc c'est un petit peu paradoxal de donner comme argument la consommation électrique. Ouais, alors c'est en fait le vrai problème, ça va pas être tant la production électrique, ça va être le réseau, ça va être comment acheminer toute cette puissance électrique. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on a plutôt des pics de consommation électrique qui sont à 19h en plein hiver. Mais si on installe plein de clim, bientôt en fait on aura des pics de courant qui vont arriver à 14h en plein été, quoi. Donc après il faut les câbles pour transférer toute cette puissance entre les lieux de production et puis les lieux de consommation. Donc sur le réseau électrique en tant que tel, il y aura le réseau basse tension, il y aura quand même pas mal d'aménagements à faire. Oui, mais non, parce qu'avec la loi qu'on a votée l'année dernière, avec les CEL, les Montalerlas, etc., les CEL, on peut faire des réseaux de communautés électriques locales et alors il y aura de la régulation supplémentaire à amener pour forcer l'autoconsommation. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des panneaux solaires, ils devront autoconsommer, puis le reste sera écrété et pas accepté. Oui, alors dans le cadre de l'autoconsommation, là, il n'y a plus de problème, hein, parce qu'en fait, vous alimentez directement votre consommation électrique depuis chez vous. Mais, enfin, il y a quand même... Il y a de la planification il y a quand même de la planification en termes de réseau qui, pour l'instant, n'est pas faite. Et que les professionnels feraient mieux de réfléchir à ça. Oui. Ça m'a fait penser aussi à un aspect humain. Tout simplement que, usuellement, avant le Covid, disons, les gens ont passé une bonne partie de la journée dans les bureaux, qui étaient, s'ils avaient la chance, climatisés. Mais maintenant, il y a tout ce travail à distance. Moi, je suis de chez moi depuis déjà pas longtemps, et parfois, en été, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, parce que c'est tellement chaud. C'est pas quoi faire, hein. Oui, c'est pour ça que la loi fédérale sur le 26 degrés est là, en fait, parce qu'au-delà de 26 degrés, en fait, on n'est plus vraiment efficace. On a juste envie de faire la sieste, puis c'est tout. Alors après, il peut y avoir pas mal d'adaptations comportementales, comme dans les pays méditerranéens, où en fait, entre midi, on va dire de midi à 16h, tout le monde fait la sieste, et puis on travaille très tôt le matin jusqu'à midi, et puis on recommence à travailler à partir de 18h jusqu'à 22h. Il peut y avoir aussi des adaptations comportementales où on va se mettre un peu à vivre comme des Italiens ou des Espagnols, tout simplement parce qu'il fera trop chaud. Après, voilà, on essaiera de s'adapter en fonction. Si dans les bureaux c'est climatisé, on pourra continuer de travailler. Après, ce sera un peu du cas par cas, et puis ça s'adapte. Mais ça fait partie aussi des pistes, des solutions qui vont arriver dans les années à venir. Alors, l'autre chose sur laquelle, le premier des grands changements, donc ça va être les canicules. Qui vont arriver, donc ça c'est vraiment quelque chose auquel à l'heure actuelle on n'est pas habitué dans nos pays. Et donc la saison estivale va vraiment changer dans les années, les décennies à venir à cause des surchauffes. La deuxième chose sur laquelle il va y avoir pas mal de changements, ça va être le changement de précipitation. Donc ça c'est la vision donc toujours des prospectives climatiques fédérales, donc toujours à l'horizon 2060, sous le RCP 8.5. Et donc, je vous ai mis les chiffres pour Genève. En 2060, on aurait plus 20% en moyenne, donc c'est des moyennes décennales, donc c'est sur la décennie 2060, on aurait plus 20% sur la saison hivernale et moins 15% sur la saison estivale. Donc ça c'est les prévisions. Alors autant sur les moyennes décennales, on voit que les modèles de prévision climatique sont assez justes.
autant par contre, il faut quand même énormément se méfier de ce qu'on appelle la moyenne. Puisque si je reprends les dernières décennies, par exemple sur Valence, en moyenne, sur la dernière décennie, en termes de moyenne de précipitation, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'en fait, ils ont eu 2 ou 3 ans de méga sécheresse sur toute la Costa Brava et espagnole. Et puis, c'était quand, fin d'année dernière, ils se sont pris des méga inondations. Octobre. Ouais. Donc, en moyenne, C'est bon. ça passe. Par contre, on voit bien que la distribution en fait, des précipitations, elle est plus bonne du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut énormément se méfier de ces prévisions en moyenne décennale, parce qu'en fait, elles minimisent énormément en fait, les impacts quotidiens qu'on risque d'avoir. Donc, venez à la conférence du professeur sur de l'Université de Genève qui nous parlera des crues éclairs lors d'un des derniers grands réchauffements terrestres, où lui part du principe qu'en fait les crues éclairs devraient plutôt augmenter, on estime qu'à l'heure actuelle elles devraient plutôt augmenter de 7% par degré. Hein, donc là on est à 1,5 degré, donc en fait les crues éclairs auraient dû prendre 10%, et en fait lui ce qu'il estime avec les dernières, avec ses études géologiques, c'est que ce serait plutôt 30 ou 40% par degré. Donc en fait, sur 5 degrés, vous êtes plutôt à des crues éclairs qui font x5 ou x6. D'accord ? Donc à x5 ou x6, vous avez l'Arve et le Rhône qui débordent largement dans la journée. C'est en fréquence ou en intensité Alors c'est en intensité, c'est des crues éclairs, donc c'est dans la journée. Donc c'est des méga précipitations qui tombent d'un coup. Et donc voilà, il faut énormément se méfier de la distribution. Alors ça encore une fois, cette problématique de la moyenne qui a tendance à lisser en fait les problèmes à venir. Il n'y a pas grand monde qui est au courant à l'heure actuelle, que ce soit à Genève, en Suisse ou en Europe, ou voire dans le monde. Alors forcément, donc, pour tout ce qui est sécheresse, tous les systèmes agricoles, ils sont pas du tout préparés à ça, ils sont pas du tout sensibilisés à ça. Et puis après sur les méga, les crues éclairs, tous les systèmes d'évacuation de l'eau de pluie des villes n'est pas du tout préparé à ça, puisqu'en fait, si à un moment donné vous avez admettons que voilà, pour les 3 degrés, vous arrivez à fois 2,5, donc à l'horizon 2060, ça veut dire qu'il faudrait augmenter tous les tuyaux d'évacuation d'eau de pluie de toute la ville d'un facteur 2,5 dans les 30 prochaines années. Ou désimperméabiliser. Ou désimperméabiliser. Voilà, donc, mais c'est des travaux d'urbanisme qui sont extrêmement lourds, parce que à Genève, qui est un canton hyper urbanisé, vous pouvez pas faire des trous partout pour poser des tuyaux qui sont 3 fois plus gros, quoi. Ça risque de poser des petits problèmes. Donc ça, c'est aussi une des problématiques sur l'évacuation de ces crues éclairs, qui à l'heure actuelle n'est pas du tout prise en compte par les professionnels du bâtiment, pour la simple et bonne raison qu'en fait ils ne sont pas au courant. Parce que même parmi les climatologues, c'est la projection des crues éclairs qui serait beaucoup plus importante que prévu. En fait, ça va être un peu une surprise. Voilà, c'est pour ça que l'intervention du professeur de l'Université de Genève, venez de suivre. Alors, deux remarques. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais 2 remarques. D'une part, hier, j'étais à la réunion des associations environnementales organisée par la ville de Genève. Et M. Alfonso Gomez
a bien mentionné que pour lui c'était une priorité de désimperméabiliser les sols. Alors évidemment ça ne va pas à la vitesse à laquelle il faudrait que ça aille, mais enfin c'est déjà une bonne chose que le maire de la ville de Genève soit conscient de ça. Et deuxièmement, j'ai visité le chantier du PAV, et en fait là tous les bâtiments auront des puits perdus pour l'eau de pluie, donc ça va partir dans le sol. Alors c'est clair que ça ne suffira pas pour éviter des inondations à Genève. Enfin, il y a quand même des choses qui se font. Ce qui est peut-être plus problématique, c'est dans les quartiers densifiés du centre-ville qui ne vont pas changer. Là, ça va être un peu plus compliqué, on est d'accord. Genève est sensible aux inondations. Il y en a eu beaucoup, pas spécialement. Enfin, c'est pas comme Paris 1910. Pas à ma connaissance, je ne sais pas à ma connaissance. J'avais posé la même question parce que, bon, je ne sais pas tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tellement d'inondations en Suisse ces derniers temps. Tandis que dans d'autres, il y avait des éboulements, mais ça c'est la même chose. Cet été, au mois de juin, en Valais, il y en a eu quand même beaucoup. Chiplitz, ce sont des inondations. On s'est quand même pris deux crues du Rhône en Valais cet été. Oui. Et puis l'Arve, pour avoir travaillé en aval du confluent Rhône-Arve, on a eu l'année 2024 qui a été très compliquée avec pareil aussi 2 crues de l'Arve qui ont eu des impacts. C'est à l'aval de Genève, on s'en rend moins compte, mais c'est bien réel en fait. Les autorités le voient. Ouais. Et les industries en bord de Rhône le voient bien aussi. En fait. Et puis il y a eu un événement à vous aussi, en Haute-Savoie, là, à la frontière de Genève, je ne sais plus exactement. Oui, c'est quand l'Arve a débordé, en fait, vu qu'elle arrive de Haute-Savoie. C'était au mois de mai. Voilà, et là il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu des grosses inondations, il y a eu des voitures qui sont parties avec le flot de Conan. Si je ne veux pas faire la surenchaîne à cette affaire de Valence et puis à Malaga, non? Et c'est ce qui se passait en l'Est de l'Europe, c'était quand même effrayant là. Oui, l'Est de l'Europe, ils se sont pris Boris, ils se sont pris 300 mm donc par mètre carré sur, je crois que c'était l'entier de la Tchéquie et la moitié de l'Autriche. Donc il y a eu 30 cm d'eau sur tous les mètres carrés d'un pays et demi en 48 heures. Ça leur a posé des petits problèmes. On a plus parlé de Valence dans les médias suisses, mais effectivement en Europe de l'Est. Donc, ces problématiques de crues éclairs, on voit qu'en fait elles sont déjà là. Et en termes d'urbanisme, en fait, on a un peu tendance à réagir après coup, en fait. Alors qu'en fait, il faudrait anticiper tout ça parce que c'est des travaux d'urbanisme qui sont quand même assez lourds. Donc voilà un peu sur l'habitat l'habitat à Genève en 2050. Donc que ce soit donc les 3 nouvelles. Ah oui. Et puis alors sur les sécheresses aussi, c'est quelque chose que j'oubliais. En Suisse, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Mais moi, je suis d'origine française et donc je sais qu'en France, ça existe sur ce qu'on appelle la rétractation des argiles. En France, la moitié des bâtiments sont construits sur des sous-sols argileux. Et en fait, quand il fait trop sec, l'argile se rétracte. Et donc, les bâtiments qui sont au-dessus fendent. Et à l'heure actuelle, ça commence... alors, ils fendent, alors... Ils baissent un peu, mais surtout, ils ont tendance à fendre. C'est-à-dire que il y a les murs, le toit qui s'ouvre, etc. Ce qui est quand même un peu embêtant pour vivre, pour habiter. En France, c'est un sujet qui est un peu porté au niveau médiatique,
puisqu'en fait il y a déjà pas mal de personnes qui souffrent de ces dégâts-là. Et en fait, les assureurs en fait se dédouanent de leur couverture, parce qu'en fait ils estiment qu'il n'y a pas de dégâts. Ouais, il n'y a pas de dégâts visibles en fait, c'est le sous-sol qui travaille, et donc comme en surface il se passe rien, ils vont toujours dire que c'est un défaut dans la fabrication, ou que, ouais. Et donc il y a, alors à l'heure actuelle c'est assez faible, c'est peut-être 1 ou 2% de l'habitat français qui a des problèmes avec ça, mais à terme, vu qu'un bâtiment sur 2 est construit sur des sous-sols argileux, avec ce genre de sécheresse estivale, ça va poser des gros problèmes. Donc il n'y a pas que l'habitat, puisque quand je dis un bâtiment sur 2, c'est tous les bâtiments scolaires, c'est des bâtiments publics, c'est aussi des bâtiments, les usines, enfin voilà, tous les bâtiments, donc toute l'activité. Donc voilà, les enjeux sur la sécheresse estivale, je pense que ce serait de bon augure que à Genève ou en Suisse, ils répertorient les sous-sols argileux qui risquent fortement de bouger dans les années à venir, et à ma connaissance, cela n'existe pas à l'heure actuelle. Non, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler, mais j'ai encore jamais entendu parler de cette problématique pour les bâtiments en Suisse. En France, oui, on en entend parler. Alors, je ne pense pas que ça soit caché, je pense que ça ne se produit pas encore. Je ne sais pas si c'est parce que les sols ne sont pas argileux ou si c'est parce que les sécheresses ne sont pas encore assez intenses. Je ne sais pas, mais je n'ai pas de connaissance de ça en Suisse. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler, mais jamais entendu parler en Suisse. En France, moi j'ai entendu qu'il y a 10 millions de bâtiments qui sont à risque à très court terme. Ouais. Mais en Suisse, j'ai jamais entendu. Ouais. Donc voilà un peu sur je vais m'arrêter là, sur les 3 aspects que je voulais vraiment mettre en avant, sur l'adaptation en fait, de l'habitat à l'horizon 2050, enfin même à mon avis beaucoup plus tôt, parce que comme je vous l'ai montré sur tout ce qui est surchauffe, en fait on prévoyait ça pour 2060, puis c'est déjà arrivé en 2022-2023. Donc en fait, ça risque d'arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà, et puis donc se rappeler que voilà, il y a ces 3 nouvelles saisons qui vont arriver, les saisons trop chaudes, les saisons trop humides et les saisons trop sèches. Et donc il faut vraiment penser l'habitat comme ça à Genève pour se préparer, parce que vu qu'on construit des bâtiments sur plusieurs décennies, ce serait bien quand même qu'ils soient adaptés aux conditions à venir dans les 10 ans. Voilà. Bravo. Merci Adrien. Merci Adrien. J'ai quand même encore une question. On lit de plus en plus que l'AMOX ralentit très fortement, Ouais. et que ça pourrait amener, alors peut-être pas en 2060, mais relativement plus rapidement que prévu, une nouvelle période froide en Europe. Oui, en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, puisque ça arrêterait ce fameux, la remontée des courants chauds le long de l'Europe, des côtes européennes. Pour toi, d'après toi qui es au courant de toutes les études qui sortent, c'est à quel horizon ça? Très difficile à dire. En ce moment, l'AMOC est bas, on sait qu'il a diminué, mais on ne sait pas si ça fait partie de sa variabilité naturelle ou pas, en fait. Les modèles scientifiques sont assez faibles là-dessus. Il y a quand même une étude qui est sortie il y a 2 ou 3 mois en disant que le point de non-retour de l'AMOC était en train d'être passé, et donc qui s'arrêterait à l'horizon 2070. Et alors l'AMOC, s'il s'arrête, il peut faire ça en 10 ou 20 ans. Et puis une fois que l'AMOC est arrêté, en gros, sur toutes les Scandinavies, alors en été, sur l'ensemble de l'Europe, les températures vont à peu près rester telles quelles, enfin en tout cas dans les prévisions. Par contre, c'est en hiver qu'il y aura des gros changements. En Scandinavie, on perdrait jusqu'à 20 degrés par rapport au normal saisonnière.
En gros, ça ferait du permafrost sur toute la Scandinavie. Sur l'Europe, on va dire riche, donc Angleterre, Benelux, Allemagne de l'Ouest et nord de l'Italie. Là, on serait plutôt sur des chutes de température hivernale entre 5 et 10 degrés. Alors, sachant que ce sont des chutes moyennes décennales. Ça ne présage rien de la variabilité que ça pourrait rajouter. À l'heure actuelle, sur les températures hivernales, sur le Suisse, France, Benelux, Allemagne, on a plutôt pris entre 2 et 2 degrés et demi en hiver. Et à l'horizon 2070, admettons qu'on fasse vraiment le pire, admettons qu'on prenne 4 degrés, du coup en plein hiver on aurait pris plus 6, mais vu qu'on perdrait moins 10, ça veut dire qu'on se retrouverait avec des hivers plus froids que dans les années 70, mais on aurait quand même des étés caniculaires, donc il y aurait des différences de température qui seraient phénoménales entre la saison hivernale et la saison estivale, qui poserait plein de problèmes. Ça va être encore plus problématique pour la construction des bâtiments. Oui, tout à fait. Pour savoir quoi faire, en fait, ça brouille encore plus que faire. C'est que pour construire des bâtiments, faire des plans d'urbanisme, voir où les gens doivent éventuellement migrer, enfin dans le nord ou le sud. Oui. Ça, de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte un peu à l'année à l'année, quoi, en fonction de comment ça se passe, quoi. Juste pour revenir sur la MOC, la MOC en lui-même, on va dire qu'en termes de probabilité, un effondrement en 2100, pour l'instant, il est assez peu probable. Par contre, ce qu'on appelle la gire, je sais jamais lequel c'est, qui boucle en fait entre le bas de la MOC et qui redescend le long de l'Europe et qui sur l'Atlantique Nord. Ouais, sur le sud de l'Atlantique Nord. Celle-là, on est quasiment sûr qu'elle va s'arrêter à un horizon assez rapide. Et donc là, elle ne ferait pas une baisse hivernale, comme je vous l'ai dit, mais à elle toute seule, en fait, comme elle entraîne la MOC, on aurait une baisse de peut-être entre 20 et 30% de la MOC, rien qu'à cause de ça. Et ça, d'après les dernières études, on est quasiment sûr que ça va s'arrêter dans les décennies à venir, en tout cas avant 2100, quoi. Donc, des phénomènes de refroidissement hivernaux sur toute l'Europe de l'Ouest, ça nous pend en nez quand même. Ce dont tu parles, c'est l'arrêt du Gulf Stream ou c'est encore autre chose? Alors, tu peux expliquer. C'est ça, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est la circulation des courants. Oui, c'est un acronyme. Oui, alors le Gulf Stream, c'est comme la Terre tourne vers l'est, vous avez tous les courants marins qui vont vers l'ouest au niveau de l'équateur. D'accord ? Et donc le courant marin courant marin principal qui part de l'Afrique et qui arrive sur les Caraïbes au niveau de l'équateur, qui lui va vers l'ouest, si on prend notre référence terrestre. Lui, quand il arrive au niveau du continent américain, il part vers le nord à cause de la rotation de la Terre. Et donc c'est ça le Gulf Stream en fait. Donc c'est une remontée de courant d'eau chaude qui remonte des Caraïbes, longe les côtes de Floride et après va se perdre dans l'Atlantique Nord. Donc c'est ça le Gulf Stream. La MOC, donc ça c'est le début de la MOC. La MOC c'est la circulation de retournement, je ne sais plus quel acronyme en anglais. Atlantic Meridional Overturn Circulation. Merci. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce Gulf Stream, en fait, il impulse en fait on va dire un très très gros courant marin un peu diffus qui traverse tout l'Atlantique Nord, qui est assez vaste en fait. Et qui arrive en face de l'Europe de l'Ouest
qui va... donc là, il y a une partie qui repart au sud et qui reboucle avec le courant de l'équateur. Donc c'est ça qu'on appelle la gire, en fait. Et il y en a une partie qui remonte et qui va jusque même bien au-delà de l'Écosse, l'Islande, etc. Et là, en fait, comme en fait c'est des eaux salées et chaudes, quand il arrive proche de la banquise, comme il fait très très froid, il se refroidit. L'eau devient plus lourde, parce que là l'eau devient froide et salée. Donc elle devient plus lourde, elle plonge au fond des océans. Et là il y a un énorme tapis qui revient au fond des océans, qui descend, je ne vais pas vous faire toute la circulation océanique, mais voilà, donc la MOC en fait c'est ça, c'est donc le moteur du Gulfstream qui est lié à la rotation terrestre, et puis la plongée qui est, on va dire, Groenland, Islande, par là. Tu peux le montrer sur ta première carte, peut-être, si tu as accès à la souris. Ici, là. Ouais. Donc, là, c'est un pointeur. Mais... Attends. Ouais. Donc, à cause de la rotation terrestre, ici, vous avez un gros courant. L'équateur, normalement, il est par là. Donc là, vous avez un gros courant. Il arrive ici, il bute contre les carrés, contre les continents. Il remonte là le long de la Floride, et ici, il part comme ça, en courant très diffus, et il remonte. Il arrive par là, donc il y a une partie qui descend ici, qui revient là, qui boucle. Donc ici, ça fait une gire. Et il y en a une autre partie qui monte par là, et puis par ici, il plonge. Voilà. D'accord? Donc en fait, la MOC, le Gulfstream, il est là. Et la MOC, c'est la totalité de tout ce courant qui remonte là. Et qui fait que vous avez des températures beaucoup plus chaudes sur les océans. Par exemple, en Écosse, vous avez certaines îles qui sont bien touchées par ce Gulfstream. Vous avez presque de la végétation tropicale. Méditerranéenne. Ouais, méditerranéenne, pas tropicale, mais méditerranéenne, quoi. Alors qu'on est au nord de l'Écosse. Ça amène énormément de chaleur. Ah ouais, c'est clair, j'ai vu des bougainvilliers là. Ouais. Donc voilà, c'est ça le fameuse AMOC. Voilà. Pour l'instant, il y a peu de données là-dessus. C'est quelque chose qu'on étudie depuis assez peu de temps. Qu'est-ce qui lui arrive à cette AMOC? Parce qu'elle est là depuis toujours, c'est ça? Alors, non. Par exemple, lors de la dernière sortie d'Air Glaciaire, donc entre moins 20 000 et moins 10 000, on est sorti de l'Air Glaciaire, donc il faisait moins 6 degrés par rapport à maintenant, on va dire la moyenne 1850. Et puis après, donc les températures ont monté jusqu'à moins 9 000 par rapport à notre ère. Donc en 10 000 ans, on a pris 5 ou 6 degrés. Et pendant ce réchauffement climatique-là, la MOC il s'est arrêtée 2 ou 3 fois. Avec plein de trucs assez merdiques au niveau mondial. Donc, je vais pas vous faire le cours sur la géologie de la MOC, mais on a les preuves géologiques qu'il s'arrête assez couramment, enfin à l'échelle de la vie terrestre. Donc c'est sur quelques milliers d'années au moment des changements climatiques les plus abrupts. Donc en fait, la MOC, on sait qu'il peut s'arrêter. Par contre, on estime que un réchauffement de 5 ou 6 degrés va l'arrêter, on va dire, 2-3 fois. Donc on estime qu'il faudrait quand même un réchauffement de 2 ou 3 degrés pour l'arrêter, quoi. Et pour l'instant, le réchauffement pour l'instant n'est que 1,5 degré. Alors, ce qui fait qu'il va s'arrêter, c'est que ici, là, ce qui fait qu'il plonge, c'est parce qu'en fait, il est refroidi par l'air ambiant ici, qui est très froid. Et comme c'est de l'eau salée, il plonge. Et en fait, comme vous avez tout le Groenland qui fond, et puis les calottes, aussi les glaciers du Canada, ça amène énormément d'eau froide, d'eau douce, ici. Et donc, en fait, ça baisse la salinité de ce courant-là. Donc, ça l'allège. Et donc, il a du mal à plonger. Et en fait, le fait qu'il plonge ici,
C'est ça qui attire en fait le Gulf Stream à travers tout l'océan jusque-là. Et donc vous avez un double effet, c'est que le pôle Nord se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste de la planète. Je crois d'un facteur 4, il me semble. Donc l'eau se refroidit moins. Et comme vous avez pas mal d'eau douce qui arrive là-dedans, vous avez le double effet que cette eau chaude salée, elle est moins refroidie, et elle est moins salée. Et donc elle devient moins froide et moins salée, et donc ça casse cet effet de plongée au niveau du Groenland. Donc ça, avec le réchauffement climatique, le fait que la calotte groenlandaise fonde, on sait que ça nous pend au nez. On sait que les températures de surface atmosphérique au pôle Nord se réchauffent parce que c'est en mesure. Donc on sait que ce moteur-là, si on chauffe trop, on va le casser. Mais voilà, la seule question, c'est quand. Donc en termes de probabilité, à l'heure actuelle, on est plutôt sur après 2100, quoi. Même si il peut y avoir des petits problèmes qui arrivent sur la MOC. Ouais, juste une dernière chose, c'est que, alors ça c'était une étude de James Hansen qui s'appelait Sea Rise and Superstorm, qu'il a fait en 2015, si je ne m'abuse. En fait, si la MOC s'arrête, ici ça se refroidit, mais ça se refroidit au niveau des côtes. Par contre, tout le continent, lui, il va continuer à se réchauffer. Et donc, on se retrouvait avec des méga différentiels de température entre les côtes et puis le centre du continent. Et en fait, une des dernières fois où la MOC s'était arrêtée, ils avaient retrouvé des rochers qui faisaient 400 tonnes et ils étaient positionnés à un endroit où géologiquement ils ne devaient pas être. Et donc en fait, ils sont arrivés à la conclusion que c'était un ouragan qui les avait pris, qui les avait déposés, quoi. Et James Hansen, il dit que quand la MOC s'arrêtera, peut-être dans 50, 100, 200 ans, on pourrait avoir des méga cyclones, mais on serait bien au-delà de la force 5, qui est la force maximale à l'heure actuelle sur la planète, hein, et qui serait capable de faire voler des rochers de plusieurs centaines de tonnes. Voilà, donc l'arrêt de la MOC, et puis plus toutes les perturbations, bien entendu, en termes de pluviométrie, puisqu'en fait, la MOC, comme il réchauffe l'Atlantique Nord, et ben en fait, ici, vous avez plus d'évaporation. Et comme ici, vous avez des vents d'ouest, parce qu'on est au niveau du 45e, ben nous, on a les vents qui arrivent ici, et donc qui arrosent toute l'Europe de l'Ouest. Et donc, si jamais l'océan nord-atlantique se refroidit parce qu'il n'y a plus d'AMOC, ben, il y aura beaucoup moins d'évaporation et donc beaucoup moins de pluie. Et alors, donc, par contre, l'eau chaude, au lieu de remonter là, elle redescendrait par ici, et donc, enfin, ça foutrait un sacré merdier au niveau de la pluviométrie mondiale, encore bien pire que tout ce qu'on imagine. Voilà. Mais heureusement, c'est a priori dans très longtemps. Ma question est que on s'intéresse particulièrement à l'Atlantique parce qu'il y a toutes ces civilisations occidentales de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais et toi, donc du Pacifique ou de l'océan Indien, ou éventuellement à l'Atlantique Sud, complètement là, on a ça comme ça, là où le Vendée Globe sont passés. 40e rugissant. 40e rugissant et puis 50e. Je dis par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas confirmé ça depuis 5 ou 6 ans ou plus, que sur la zone équatoriale, ça sera beaucoup moins compliqué et il y aura beaucoup moins de dommages que dans les latitudes comme la nôtre, vers l'Europe et tout. Est-ce que ça se voit? Et puis, est-ce que quelqu'un regarde par là aussi, ou tout le monde se concentre sur l'Europe naturellement et puis l'Amérique du Nord? Alors, il y a des études qui essayent de modéliser ça à l'échelle planétaire, mais c'est très compliqué. Il y a encore quelques années, j'avais fait un cours de bilan carbone pour des élèves étudiants
qui travaillait sur la modélisation de la MOC. Donc c'était il y a peut-être il y a moins de 10 ans. Et ils ne savaient pas vraiment encore très très bien quels étaient les moteurs de toute cette circulation. En fait, ici, donc là c'est en surface, là c'est en surface, ici ça plonge, après ça redescend ici, puis je crois qu'après ça part par là, puis après ça doit remonter au niveau de l'Inde. Donc en fait, vous avez toute une méga circulation océanique qui est très compliquée. Bon, voilà, il y a des phénomènes de rotation de la Terre, il y a des phénomènes de pluviométrie, des phénomènes de vent. C'est un sacré bordel. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de modèle hyper sûr en fait, qui nous permettent de faire des projections avec des probabilités satisfaisantes. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative avec tout ça, quoi. C'est que encore une fois, je pense sur l'Atlantique. Qu'est-ce qui se passe en océan Indien ou le sud de l'océan Pacifique, parce que peut-être il faut déménager. On va un peu loin dans le futur. Ouais. Parce que là, on est dans des projections. Le but, c'était de parler de Genève. Hein. Voilà, exactement. Genève en 2050. Voilà. Peut-être conversation qu'on pourrait avoir après. Moi, j'ai une question à propos de Genève 2050, parce que la moyenne de température, on est à 1,5 degré à peu près de moyenne d'augmentation. En Suisse, on est à 2,9. Ouais. Comment ça va évoluer? Donc, la température mondiale va continuer à augmenter. Est-ce que ce gap va rester tel qu'il est, ou est-ce qu'il va augmenter proportionnellement à l'augmentation de la température mondiale? Est-ce qu'on a une idée de ça? En Suisse, on est déjà à 2,9. Ouais, on est au double. Ah ouais. Ouais. Il y a c'est lié aux montagnes ou... Non, c'est lié au continent, tout simplement. C'est parce que le réchauffement climatique, c'est une moyenne mondiale. Et en fait, comme les 2/3 de la surface du globe, c'est de l'eau, l'eau chauffe beaucoup moins vite. Je crois qu'au niveau des océans, on n'a même pas encore dépassé le degré de réchauffement climatique. Par contre, au niveau des continents, avoir des +3, +4... voire +5 au niveau des continents. Par exemple, le Groenland, lui, ils font x4 par rapport à la moyenne mondiale, quoi. Donc ça, c'est vraiment lié au fait que on est sur que la Suisse est pas au centre du continent européen, mais pas loin quand même, quoi. Et donc, en fait, perd le côté inertie thermique de l'océan. Donc ça va rester. A priori. Le facteur 2 qu'il y a entre le réchauffement climatique mondial et puis le réchauffement climatique en Suisse, ce facteur 2 il va rester. Okay. Ouais. Il y a un bon article sur le groupe des shifters sur ce sujet du 2,9. La semaine dernière. Pardon. Moi j'ai une question. Donc on vient de parler de choses fort inquiétantes, mais est-ce qu'on a déjà des solutions pour adapter notre habitat ou... C'est vrai que là on parle que de adapter, mais finalement on n'agit pas trop. On va se prendre une vague dans la gueule et puis on se dit tiens. Alors, moi je peux vous dire ce que j'ai fait chez moi par exemple, parce que dans ma maison c'est moi qui la rénove, donc moi j'ai doublé tous les chenaux. Typiquement, j'ai mis des chenaux 2 fois trop gros, des gouttières 2 fois trop grosses, des évacuations sous des gouttières qui partaient. Moi, j'ai une évacuation, j'habite un tout petit village. Il y a un cours d'eau qui traverse la rue principale, et donc toutes les eaux pluviales se jettent devant. Et donc, j'ai refait les tranchées pour me dire que je peux encaisser pluviométrie claire 2 fois plus importante. C'est comme ça que j'ai traité tous les phénomènes de pluie. Les phénomènes de sécheresse, ma maison, j'ai vérifié qu'elle était sur un sous-sol rocheux. Donc déjà, moi, je ne suis pas soumis au phénomène de rétractation des argiles. Donc ma maison, en tout cas, elle ne va pas bouger. Après côté jardin, parce que j'ai un grand jardin, j'ai fait installer une cuve de 10 000 litres, 6 cuves de 1000 litres et une cuve de 4000 litres. Donc en tout, j'ai 20 000 litres de stockage d'eau, de pluie.
Et en fait, quand j'ai installé ça, il y a 5 ans, les voisins m'ont tous dit, parce que j'ai pas mal de voisins agriculteurs, ils m'ont tous dit, Pierre, tu vas te lancer dans l'agriculture, tu veux planter des vignes, ou je sais pas quoi. Je me dis, non, pas du tout, c'est pour arroser mon potager, les 200 mètres carrés de potager, quoi, l'été. Puis, ils ont tous pas compris, en fait. Ils sont tous un peu moqués de moi. Et puis, j'avais pas anticipé que ça arriverait assez rapidement, mais il y a eu les premières sécheresses qui sont arrivées tout de suite derrière, en 2018 ou 2019. Et donc, le prix des cuves a flambé sur le marché des particuliers. Et là, ils ont tous compris pourquoi j'avais installé 20 mètres cubes d'eau pour arroser mon potager. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que, en gros, à l'horizon 2050, moi, j'habite pas très loin de l'autre côté de la frontière. Hein, donc on va dire que c'est Genève, quoi. C'est à 30 km. Donc, d'un point de vue météorologique, c'est pareil. Nous, ici, on aura le centre de l'Espagne en 2050, à peu près. Et donc, en fait, je suis allé voir un ami espagnol. Je savais qu'il venait du centre de l'Espagne. Je lui ai dit, chez toi, les particuliers, qu'est-ce qu'ils ont comme stockage d'eau pour leur jardin? Il m'a dit, entre 15 et 20 mètres cubes. Ok. Voilà. Donc, j'ai installé ça en disant qu'en fait, j'ai reproduit l'habitat espagnol. Ouais, ça, c'est possible uniquement dans une maison d'un particulier. À Genève, c'est ultra dense, comme ville, avec des immeubles, etc. On construit des méga bassines au centre de Genève. Oui. Ouais, moi je l'ai fait, c'est pour pouvoir arroser mon potager en période de sécheresse. Quand il y a des restrictions d'eau, puis qu'on ne peut plus arroser son jardin avec l'eau du robinet, moi, vu que j'ai 20 mètres cubes, je peux arroser mon jardin pendant 2 mois, même s'il ne peut plus. Je suis tranquille. Uniquement sur l'habitat, si on enlève la partie jardin potager, c'est de doubler ou tripler toutes les évacuations d'eau pluviale. Ça, c'est vraiment un truc à faire. Et au niveau isolation, parce qu'on parlait aussi des problématiques de chaleur, on ne peut pas climatiser non plus, mettre de climatisation partout. Est-ce qu'il y a des moyens de refroidir, parce qu'on a étudié des possibilités de refroidir l'habitat sans passer par des systèmes de climatisation? Oui. Alors, moi ce que je vais faire chez moi, mais je n'ai pas encore fait, quand je vais rénover mes façades, je vais faire un revêtement blanc, comme en Méditerranée. Je n'ai rien inventé. J'ai pris une maison méditerranéenne et puis j'essaie de faire ça chez moi. Quoi. Voilà, donc on évite toutes les couleurs sombres, déjà. On évite de faire des ouvrants vitrés plein sud. Surtout qu'à l'heure actuelle, en fait, avec les doubles ou les triples vitrages, vous pouvez très bien faire des ouvrants plein nord. Alors ça paraît complètement fou, mais moi je vous conseille fortement, ou si vous avez des amis architectes, de leur conseiller de maintenant d'arrêter de faire des vitres au sud, puis de les faire au nord, parce que du coup, là, on a quand même de la luminosité, et puis on évite de choper les surchauffes estivales. Voilà les trucs auxquels je pense. Végétaliser les toits. Ouais. Planter des palmiers, oui, alors ouais, je plante plein d'arbres. C'est vrai que. Parce qu'un arbre, je crois que c'est pas mal pour rafraîchir. Disons que ça fait une bonne protection solaire, surtout les feuillus, en plein été. Puis comme en hiver ça perd sa feuille, on a quand même le soleil qui nous permet de gagner un peu de chaleur en hiver, quoi. Donc voilà, tout ce qui est protection solaire, forcément. Mais bon, ça à Genève, vu que c'est déjà une obligation dans la loi, les autorités sont assez pointues là-dessus. Voilà, donc forcément, voilà, protection solaire, peinture blanche. Les stores peut-être. C'est les protections solaires, hein. Store ou les persiennes, ou un arbre qui gagne ses feuilles l'été puis qui les perd l'hiver. Il y a plein de choses possibles, imaginables. Mettre de l'inertie dans son bâtiment, mettre de la masse, parce que ça permet de lisser en fait les écarts de température, faire des recharges de fraîcheur la nuit. Alors ça c'est un truc qui n'est pas encore très fait, mais
j'ai croisé un bureau d'études là, qui est sorti de l'EPFL. Et eux, en fait, ils essayent de programmer en fait toutes les ventilations mécaniques pour que l'été, quand on est sur des températures en dessous de 20 degrés, dès qu'on détecte une température extérieure en dessous de 20 degrés, on met la ventile à fond et on charge le bâtiment en fraîcheur. Et puis, dès qu'on dépasse les 23-24, on coupe et on baisse les stores et on essaye de passer la journée sans trop prendre le soleil et puis en essayant de garder la fraîcheur qu'on a emmagasinée la nuit. Donc voilà, la régulation sur la ventilation mécanique, la peinture blanche, mettre de l'inertie. Tout ça, c'est utiliser les techniques au final qu'on utilisait déjà. Moi, ce que je fais chez moi, j'ouvre le grenier puis j'ouvre la porte d'entrée. Tout à fait. Sauf qu'on l'automatise, quoi. C'est ça. Mais oui, il n'y a rien de. Mais je ne sais pas faire ça, vous êtes décider un peu. Assourder sur des immeubles. Sur l'habitat collectif, il faut que tout le monde se mette d'accord pour que ça montrer en même temps. Déjà, dans la maison, il y en a un qui ouvre, l'autre qui ferme. Ouais. Comprendre dans un autre, c'est difficile. Et puis en ville, il y a des problématiques, par exemple, là, des diffractions. Quoi. On ne peut pas automatiser l'ouverture des portes en pleine nuit quand tout le monde dort, parce que. Il se permet de poser. Enfin, il ne faudrait pas trop que les voleurs le sachent. Quoi. Donc voilà. Mais comme il y a des ventilations mécaniques, généralement, voilà, on peut jouer avec ça. Après, moi, ce que j'ai installé aussi, c'est un gros ventilateur de plafond. Alors c'est encore une fois, c'est ce bureau d'études de l'EPFL qui m'avait donné l'idée. Et donc, il faut prendre vraiment avec des pales de minimum 60 cm. Donc ça fait un plafonnier qui fait un bon 1,10 m de diamètre. Et puis en le faisant tourner très lentement, en fait, on a l'effet, il y a un léger déplacement d'air qui fait que ça va nous faire évaporer la transpiration qu'on a sur la peau. Sans forcément avoir le côté très désagréable d'avoir une ventilation qui nous pulse avec un courant d'air très fort, où là on peut choper froid, etc. Donc remettre des gros ventilateurs de plafond, mais les mêmes qu'on voyait dans les films de western, c'est pas pour rien qu'ils avaient ça, hein, parce que ça marche, quoi. Voilà, en gros les trucs auxquels je pense. Et si on revient un tout petit peu en arrière en termes de lutte contre le changement climatique, est-ce que ce que tu décris est inéluctable? Ou est-ce que si l'humanité se réveillait magiquement demain matin, ça serait. C'est pas pendant les 4 prochaines années. Ce scénario ne se produirait pas. Alors à l'heure actuelle, on va dire que quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, de toute façon, les 20 prochaines années, elles sont prêtes. Puisque en gros le scénario de baisse le plus rapide des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelait le RCP 1.6, pardon pour les acronymes horribles. C'est 7% des émissions de gaz à effet de serre par an supplémentaires chaque année. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc les 7% de baisse, on les a atteints 3 fois sur les 120 dernières années. C'était en 2020 quand avec le Covid et puis qu'on a mis le tiers de la population mondiale en confinement. Pardon. C'est arrivé en 1944 quand on a rayé l'Allemagne et c'est arrivé en 1918 quand on a rayé l'Allemagne. Voilà. C'est les 3 seules années où on a fait 7% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et ce scénario-là nous ramènerait, on arriverait à frôler les 2 degrés à l'horizon 2050, et après ça baisserait très lentement, quoi. Voilà. De toute façon, mais 7% de baisse des émissions de gaz à effet de serre par an, enfin voilà, ce serait un Covid supplémentaire chaque année ou un 1944 supplémentaire chaque année. Enfin oui, non, et puis cumulatif, supplémentaire chaque année, donc c'est complètement, c'est complètement inimaginable. Ça n'arrivera pas, quoi. Après, c'est qui fait l'Allemagne. Ça suffit pas l'Allemagne. Il faut voir les États-Unis là.
À l'heure actuelle, là en ce moment, il y a les pays qui sont en train de rendre leur NDC à l'ONU. Qui traînent à les rendre. Qui traînent à les rendre. Il n'y en a que 10 qui l'ont fait, dont la Suisse. C'est quoi la NDC? Les NDC, c'est les plans nationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 10 pays qui l'ont fait, ils sont tous sortis. Et au mieux, à l'heure actuelle, sachant que les pays, ce qu'ils ont publié, ce qu'ils ont transmis à l'ONU, ils ne l'appliquent pas tout à fait. Mais s'ils l'appliquaient, tous, on serait parti pour faire plutôt 2,7, 2,8 degrés à l'horizon 2100. Et donc, les 2 degrés à l'horizon 2040 sont... Et sachant que ça, on ne le met pas en application, et sachant que 2023-2024, on s'est rendu compte qu'il y a une légère accélération du réchauffement climatique qui n'était pas du tout prévue dans les scénarios, dans les modèles de simulation. Et on se doute qu'il y a un peu les nuages qui sont en train de nous faire une blague où ils rajoutent 30% de réchauffement climatique comme ça tout seul. Et que ça, c'était pas du tout prévu dans les modèles. De quelle manière? Eh bien, en fait, il y a de moins en moins de nuages bas, et donc en fait, il y a de plus en plus d'énergie solaire qui rentre. Et donc avant, cette énergie, elle était réfléchie, et donc elle repartait dans l'espace sans participer au mécanisme climatique. Et là, maintenant qu'elle rentre, en fait, elle participe au mécanisme climatique, et donc elle rajoute du réchauffement, en fait. Et c'est des quantités qui sont tout à fait phénoménales, puisque l'albédo terrestre, c'est 40 fois l'impulsion climatique humaine depuis 1850. C'est 120 watts par mètre carré, et nous on a fait 3 watts par mètre carré, donc c'est x 40. Et donc si l'albédo terrestre baisse de 2,5%, le réchauffement climatique double à émission constante. Et donc là, depuis 2023-2024, on est sur des niveaux de température qui ne sont pas du tout normales. Et cette altitude des nuages, c'est nous qui l'avons ouais, pas mal. Il y a au moins une dizaine de publications qui sont sorties là, cette année qui disent que c'est les nuages qui sont en train de nous faire cette mauvaise blague. Mais c'est dû à quoi? C'est une réorganisation atmosphérique planétaire qui n'était pas du tout simulée, quoi. C'est du réchauffement? Ah oui, c'est du réchauffement. Ouais. C'est du réchauffement. Oui, c'est du réchauffement. On avait pas besoin de ça. En plus, donc, Santorin, ça devrait éclater. Peut-être que ça va nous ramener les nuages. Ça va rafraîchir. Ça va rafraîchir. Les aérosols, oui, c'est. Alors, c'est juste pour répondre à la question. C'est pour ça que ici, en fait, je me suis basé sur le RCP 8.5. Puisque, en fait, si le RCP 8.5, pour ceux qui ne connaissent pas les scénarios du GIEC, le RCP 8.5, c'est en gros, on double les émissions de gaz à effet de serre humaines tous les 20 ans ou tous les 30 ans. Donc 40 gigatonnes maintenant, 80 gigatonnes en 2050, 160 gigatonnes de CO2 en 2100, et on n'a absolument pas les réserves d'énergie fossile pour faire ça. Donc en fait, tout le monde a abandonné ce scénario en disant il n'arrivera jamais. Sauf s'il y a une rétroaction positive, un effet d'emballement du climat, ou si par exemple l'albédo fait que à lui tout seul en fait il double le réchauffement climatique, en fait on n'a plus besoin de faire 40, 80, 160 en fait. On peut rester à 40 gigatonnes de CO2 par an et on aura quand même l'RCP 8.5 en termes de réchauffement climatique. Voilà, c'est pour ça que moi je me base sur cette projection-là parce que j'anticipe un peu les nouvelles. Oui. Pour toutes les avantages. Oui, j'y crois beaucoup. On peut en discuter avec des climatologues. Ok. Voilà. Merci. Ça c'est sans compter les nouvelles géopolitiques actuelles et puis c'est un changement de... Ouais, tout à fait. Alors après, les nouvelles géopolitiques actuelles, pas trop y craindre. Enfin, pas trop y craindre. Trump, il peut faire un truc vachement bien pour le climat. Il peut verrouiller les frontières américaines.
et baisser tous les flux d'exportation-importation mondiale, peut-être 5, 10, 15%. Alors ça ferait une sacrée merde économique, mais par contre ça ferait vachement du bien au niveau climatique. Ouais. Ça va leur orienter. Si effondre, c'est bon pour le prix. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas dire comme ça, mais c'est une forme de pensée. C'est ça. On va apporter une autre façon de baisser de 7%. C'est ça. Un bon crash économique. Un bon crack économique, et Trump, vu qu'il est vraiment stupide, il est capable de le faire. Moi, je crois beaucoup en cet homme-là. Trump, notre sauveur. Pourquoi pas, hein. Merci. De toute façon, en termes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau américain, ils font déjà ce qu'il y a de pire. Puisque. Alors, ils ont baissé le charbon, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, ils ont baissé le charbon parce que le gaz est plus économique. Et Trump ou pas Trump, ça reste. Donc, en fait, Trump, il ne pourra pas relancer l'industrie charbonnière américaine comme un malade, parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt économique. Et donc, s'il y a du charbon. S'il y a moins de gaz, alors, il va avancer. S'il y a moins de gaz, mais pour l'instant, les Américains, ils sont plutôt en surproduction gazière, et puis dans les 5 ans à venir, ça ne va pas changer. Voilà, donc à l'heure actuelle, le gaz aux États-Unis, il est genre 2 à 3 fois moins cher que le charbon, et dans les 5 ans à venir, pas Trump, ça ne va pas changer. Donc en fait, les Américains vont faire ce qu'ils font depuis tout le temps, c'est-à-dire attaquer sur le gaz, attaquer sur le pétrole de schiste, gaz de schiste, des bonnes merdes. Mais Trump ou pas Trump, en fait, ça va pas changer grand-chose. Ouais, sous Biden, c'était un peu le kiff. Ouais, alors... Biden, il a un peu verrouillé, il a empêché les champs d'exploration pétrolière en Alaska, il a mis quelques lois que Trump aura du mal à détricoter tout de suite. Mais bon, même si il arrive à les détricoter, il va pas augmenter la production de pétrole américaine un facteur 2 dans les 5 prochaines années. Quoi. Sur Trump, c'est surtout le fait que la probabilité pour qu'il y ait une prise de conscience avec une gouvernance mondiale qui régule un peu le truc pour tout le monde, il est en train de dénoncer tous les accords multilatéraux, c'est que la gouvernance mondiale. Non, mais ça, il faut camper dessus, en fait. Ouais, mais... sur la mise en place d'une gouvernance mondiale. C'est les Chinois qui doivent prendre le lead. Ah, super. Non, mais l'Europe aussi, elle peut aussi faire 2 euros. C'est vrai, c'est peut-être encourager l'Europe et la Chine à prendre le lead au niveau politique. Plus que, en fait. Trump, ça peut être une bonne opportunité climatique. On est un peu sorti du sujet. Je vais arrêter la vidéo.